Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder les 4 phases du deuil. Allez, c'est parti pour la première phase du deuil. Dans la première phase du deuil, il s'agit du choc et de la sidération. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'on entend par choc? C'est la nouvelle. Une personne que l'on aime vient de mourir. Que l'on ait accompagné cette personne tout au long de sa maladie ou que la personne soit décédée, brutalement. Stop, c'est terminé. La personne n'est plus là. C'est terminé et pourtant, la conscience ne croit pas en cette réalité, malgré le choc de la nouvelle. Vous venez de vivre un choc que naturellement, le cerveau va mettre en place des mécanismes de protection. Alors, ces mécanismes de protection, ils sont nécessaires et ils participent au processus de deuil. Par exemple, moi je me souviens lorsque j'ai perdu ma petite sœur, lorsque l'on m'a appelée pour m'annoncer la nouvelle au téléphone, j'ai été sous le choc de la nouvelle, je ne voulais pas y croire. J'ai l'impression que j'étais en train de vivre un cauchemar, que je sais pas, j'ai hurlé au téléphone, j'étais vraiment dans tous mes états. Puisque la veille, j'étais au téléphone avec elle et là, soudainement, le lendemain, on m'appelle pour me dire que ma petite sœur est décédée. Il faut imaginer à quel point c'est violent. Ce qui s'opère à cet instant peut perdurer durant plusieurs semaines. Il est possible que la personne qui a perdu un être cher dans cette première phase du deuil parle comme si la personne est toujours en vie, comme si la personne est toujours là, toujours présente. Ce qui peut ne pas être compris par l'entourage. Sachez que c'est normal et qu'il faut laisser du temps à la personne endeuillée. Elle cheminera elle-même intérieurement. Il est important de rajouter que dans le cadre du processus de deuil, quand cela est possible évidemment, il est important de voir la personne décédée. Il est important de la voir visuellement. J'ai une amie qui a perdu sa maman au tout début de la crise sanitaire. Elle n'a pas pu voir le corps de sa maman, si bien qu'au moment des funérailles, elle s'est retrouvée devant un cercueil fermé, ne sachant pas si c'était réellement sa maman qui se trouvait à l'intérieur du cercueil. Donc psychologiquement, c'est violent. Sa maman était en maison de retraite, elle est décédée pendant la période de la crise sanitaire, elle ne pouvait pas pénétrer dans l'établissement. On lui annonce que sa maman est décédée et en plus, elle ne peut pas la visualiser. C'est terrible. Alors, toute l'importance de voir la personne que l'on aime décédée permet de visualiser le corps sans vie du défunt ou de la défunte. Même s'il est difficile de visualiser la personne que l'on aime décédée, même si c'est dur, de l'accepter sur le moment, il est toutefois important de visualiser le corps, évidemment, quand c'est possible et quand le corps n'est pas trop abîmé. C'est important de visualiser le corps sans vie. Alors, dans le cas où ça n'est pas possible de visualiser la personne décédée, dans le cas de catastrophe naturelle, où l'on n'a pas retrouvé le corps, ou bien un accident de voiture et le corps n'est pas beau à voir, c'est ce que je disais précédemment, le processus de deuil se fera quand même. Ne vous dites pas que le processus de deuil ne se fera pas si vous ne pouvez pas visualiser la personne. Le processus se fera quand même. Donc, il sera important alors, dans le cas où on ne peut pas visualiser le corps, d'organiser un rituel. Et notamment, s'il n'y a pas pu avoir de cérémonie ou s'il y a eu une cérémonie mais que vous n'avez pas pu y participer par exemple, le rituel peut s'organiser et s'accompagner avec des bougies. La photo du défunt ou de la défunte, est-ce que vous souhaitez mettre ou rajouter autour de la photo et de la bougie pour accompagner dans ce processus de deuil.
il est important d'acter la mort. Ce rituel et les cérémonies qui peuvent être mises en place permettent de ritualiser et d'acter un événement traumatisant ou quelque chose d'important dans notre vie qui vient de se passer. Et de cette façon, on peut également faire une petite pierre tombale, donc pour permettre d'inscrire sur la pierre son nom, son prénom et la date de sa mort, sur du marbre en lien avec la terre. Donc ça permet d'acter, de poser les choses. Et concernant les obsèques, c'est particulièrement important dans le cadre du processus de deuil. L'organisation administrative, trouver les pompes funèbres qui vont vous accompagner dans l'organisation des funérailles. Donc, tout ce qu'il y a autour de la cérémonie et toute l'organisation autour de la personne que nous venons de perdre, il est important de le ritualiser également. Donc, le choix des chansons que l'on va écouter durant la cérémonie, une chanson d'entrée, une chanson de sortie, en mémoire de la personne que nous avons perdue, le choix des vêtements pour le défunt ou la défunte, le discours que l'on va prononcer, ou en tout cas un texte que l'on peut choisir, un poème ou quelque chose en lien avec la personne que nous venons de perdre. Toutes ces démarches participent au processus de deuil. Donc si on se dit que ça ne sert à rien, que de toute façon nous venons de perdre la personne que nous aimons le plus au monde, et tout est dépeuplé. Un être vous manque et véritablement tout est dépeuplé. C'est le cas. Mais c'est important d'organiser et de ritualiser pour acter ce qui vient de se passer, aussi difficile que ça soit. Sur le moment, on ne voit pas forcément l'importance du rituel, mais c'est beaucoup plus tard, au fur et à mesure que l'on chemine et que l'on avance dans les différentes étapes du processus de deuil, que ça prend tout son sens. Alors, toute cette organisation permet d'être reconnue en tant que personne endeuillée. Je suis reconnue dans ma souffrance et dans l'épreuve que je suis en train de vivre et de traverser. Tout ce qu'il faut organiser autour de la personne décédée, les courriers qu'il faut envoyer auprès des différentes administrations, prévenir l'entourage pour organiser les funérailles, etc. Tout ça permet aussi de me sentir libre d'exprimer et d'être reconnue dans ma souffrance. Et d'ailleurs, quand on témoigne de ce que l'on est en train de vivre ou de traverser, on trouve souvent comme une sorte de mobilisation générale qui se met en place. Les membres de sa famille, les amis proches et ceux que nous n'avons pas vus depuis longtemps se sentent touchés et nous soutiennent. Par message, par le biais des appels téléphoniques, en envoyant des cartes de condoléances, par leur présence. Tout ça donne naissance à un élan de solidarité. Cette agitation peut sembler en apparence que la personne endeuillée va bien, parce qu'on s'agite dans tous les sens pour la préparation, pour passer des coups de fil, pour envoyer des courriers aux différentes administrations, mais en réalité, il n'en est rien. C'est une manière de se protéger, d'accord ? C'est une protection naturelle qu'a l'organisme pour nous permettre de garder de l'énergie, d'accord ? De l'énergie qui est nécessaire pour permettre de continuer de faire tout ce qu'il y a à faire. Une fois que les obsèques sont terminées et que l'on se retrouve seul à la maison face à soi-même, c'est là qu'apparaît le vide. Au départ, on est dans l'agitation, on s'affaire dans tout ce qu'il y a à faire, et une fois que l'on rentre chez soi, on est seul face à soi. On est seul
face à son vide intérieur. Et là, à ce moment-là, eh bien, je réalise que je ne pourrai plus t'entendre, que je ne pourrai plus te voir, que je ne pourrai plus te parler, que je ne pourrai plus te serrer dans mes bras et qu'il n'y aura plus d'interaction entre toi et moi. Là, je réalise que c'est le vide total. La douleur s'installe, la douleur prend toute la place à l'intérieur de mon être. Cette souffrance est immense et si douloureuse. C'est si violent. Ça s'empare de moi, ça prend possession de moi. C'est une douleur qui est tellement intense, tellement déchirante. Par exemple, pour redonner un exemple concernant mon histoire personnelle, lorsque j'ai perdu ma petite sœur, j'ai cru que j'allais devenir folle. J'avais qu'une seule envie, c'était de disparaître de ce monde et d'aller la retrouver. Cette souffrance qui me traversait était tellement intense et tellement déchirante que j'avais qu'une envie, c'était de disparaître pour pouvoir la rejoindre. Et on peut se demander que faire face à cette souffrance. La seule chose qui pourrait la faire disparaître, c'est que tu reviennes. La seule chose qui pourrait faire disparaître ces souffrances, c'est que ma petite sœur revienne à mes côtés. Mais c'est impossible. Si seulement il pouvait y avoir une fée avec son coup de baguette magique qui te ferait apparaître comme par magie. Hélas, je ne peux rien faire d'autre que de me laisser traverser par cette souffrance si intense, par cette souffrance si déchirante, cette souffrance qui me tue intérieurement, qui me consume petit à petit. Dans cette première phase, on est vraiment là-dedans. Cette souffrance, elle prend toute la place, elle prend de plus en plus de place et elle est si violente, si intense. Je suis envahie par une tristesse immense. Les larmes peuvent survenir à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu. D'ailleurs, partout où je suis, que ce soit au moment des courses, dans un supermarché, que ce soit dans une administration, à la pharmacie, au restaurant, bim, d'un seul coup, une pensée, une émotion et les larmes qui coulent. Pour donner un autre exemple personnel, je me souviens que peu de temps après le décès de ma sœur, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Lorsque je me rends dans le hall d'entrée, j'aperçois une borne pour recharger et mettre à jour ma carte vitale. Et sur cette borne, il se trouvait un exemple de présentation de carte vitale. Et sur cet exemple de présentation de carte vitale, il y avait inscrit le prénom de ma petite sœur. Et là, les larmes se sont mises à couler, je ne pouvais pas les retenir. Et c'est arrivé malgré moi. Et c'est important de comprendre que il faut laisser couler ces larmes et il ne faut surtout pas s'excuser de pleurer. Il faut permettre à l'émotion de pouvoir exister et de pouvoir s'évacuer. Il ne faut surtout pas chercher à retenir ces larmes et se canaliser parce qu'on est en public ou parce qu'on est devant des personnes et voilà qu'on veut montrer une apparence qui n'est pas celle que l'on ressent intérieurement à ce moment-là. Moi, je pense qu'à mon sens, c'est important de pouvoir s'exprimer sur sa souffrance et de pouvoir lui permettre de lui laisser de la place, surtout. Donc, comprendre qu'il est important de se dire que chaque phase a son importance dans le processus de deuil,
qui est un processus lent. Le processus de deuil est un processus qui prend du temps. Faites confiance. Malgré la souffrance et la violence extrême qui vous traverse et que vous ressentez intérieurement, faites-vous confiance. Encore une fois, dites-vous que c'est normal. On se retrouve pour la deuxième phase du processus de deuil. Alors, la deuxième phase du deuil. Il est important de rappeler que la première phase du deuil peut durer jusqu'à 3 mois. Par contre, il faudra commencer à s'inquiéter si au-delà de 3 mois, la personne est toujours dans le déni et parle de la personne comme si elle est toujours là, comme si elle est toujours en vie. On pourra parler alors de deuil pathologique. Dans la seconde phase, on peut noter que la durée est en moyenne de 6 à 10 mois. Ça peut bien sûr varier d'une personne à une autre, mais ce sont des moyennes. C'est important d'avoir ce barème parce que ça nous permet de se situer, de savoir là où nous en sommes. Dans cette deuxième phase, nous allons plutôt retrouver la quête, la recherche, l'évitement et la fuite. D'accord ? Donc ce sont des éléments qui sont centrales dans cette deuxième phase du deuil. Au fur et à mesure que les semaines et les mois passent, la douleur est toujours présente. Le vide se fait sentir d'autant plus que la personne n'est plus là. Par exemple, l'homme que j'ai perdu n'est plus là pour me faire la cuisine qu'il adorait tant. Je ressens un très grand vide autour de moi. Je n'ai plus du tout envie de m'asseoir à table pour manger toute seule, alors que jusqu'à présent, je mangeais en compagnie de mon compagnon, de mon conjoint, de mon mari. J'avais plaisir à me réunir autour de la table pour partager un repas. Un autre exemple, l'enfant que l'on a perdu n'est plus là pour égayer l'appartement, pour égayer nos journées. Il n'y a plus de bruit. L'enfant que j'ai porté durant 9 mois. L'enfant que j'ai aimé. L'enfant que j'ai disputé. Ma raison de vivre et d'être en tant que père, d'être en tant que mère. Ta chambre est toujours là. Elle est restée intacte depuis ton départ. Je n'arrive pas à toucher les objets, ni à déplacer. Et puis, j'ai l'impression que en laissant ta chambre intacte, c'est comme s'il y a une part de toi qui est toujours là, qui est toujours présente. Comment oublier ? C'est impossible. Rien n'a bougé. Toutes ces habitudes du quotidien, c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que ce sont des exemples parmi tant d'autres, évidemment, il y en a des centaines et des centaines, suivant le lien et la relation que l'on avait avec la personne que nous venons de perdre, selon si c'est un conjoint, une conjointe, un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant. Toutes les habitudes du quotidien et le lien que l'on avait avec ces personnes si chères à nos cœurs est rompu, c'est le néant complet. C'est toute une organisation de vie qui est perturbée. D'accord ? C'est ça qu'il est important de comprendre. Donc, la peur de la perte peut surgir. La peur d'oublier. La peur de t'oublier. Comme si tu n'avais jamais existé. On me demande aujourd'hui de cheminer, de continuer à vivre, me dit-on, de faire comme si de rien n'était. Mais comment ? Je viens de perdre la personne que j'aimais le plus au monde. Comment on peut me demander de continuer à me lever tous les matins, de continuer à me préparer, de continuer à aller au travail, me nourrir en plus, me faire du bien, alors que je suis triste, je suis profondément triste. De continuer à interagir avec le monde
alors que tu n'es plus là. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. D'accord? Donc dans cette deuxième phase, on en est là. D'accord? L'hyperactivité peut survenir également dans cette deuxième phase, comme nettoyer son appartement, repeindre les murs, faire partie d'une association, travailler plus que d'habitude, travailler pour ne pas penser, travailler pour ne pas cogiter. Là encore, on peut penser que la personne va bien et qu'elle est pleine d'énergie. Ce n'est qu'une apparence. C'est une façon de fuir la réalité. C'est une façon que la personne est là de manifester, de s'agiter pour ne pas penser, pour ne pas cogiter. C'est peut-être sa façon de réagir à ce moment-là. D'ailleurs, il y a plusieurs façons de réagir dans cette deuxième phase. D'autres personnes auront tendance à se renfermer, à faire comme si tout allait bien en répondant aux invitations des uns et des autres, mais à l'intérieur, c'est le vide. La douleur est bien trop violente. C'est comme si une partie de nous est là et qu'une autre partie est ailleurs. On est en train de nous parler, on est en train d'interagir avec d'autres personnes nous parlent, mais on est là sans être là. On n'écoute pas, en fait, on est vraiment... La souffrance prend vraiment toute la place de notre corps et de notre psyché. D'ailleurs, tout le champ de la conscience est focalisé sur cette souffrance et cette douleur qui est la perte de l'être cher. De toute évidence, la réalité nous rattrape. Même s'il est difficile d'accepter cette réalité quand on s'affaire dans son quotidien, quand on s'agite dans tous les sens pour faire tout ce qu'on a à faire, pour interagir dans son environnement, la réalité nous rattrape toujours. Mais même si on fait comme si de rien n'était ou qu'on essaye de parler de tout et de rien, pour surtout pas ne se plonger dans ces souffrances-là, c'est sa façon de réagir à ce moment-là. Mais en tout cas, les émotions. On cherche à tout prix le lien avec la personne disparue. Ces liens qui nous unissaient. Pour donner un autre exemple, moi je me souviens que je pouvais écouter en boucle les messages de ma petite sœur, les messages qu'elle m'avait laissés sur Messenger pour entendre sa voix, comme pour la faire vivre, comme pour la faire exister de nouveau. Sa voix, elle est encore là, elle me parle. Toutes les émotions et les sens qui nous reliaient à l'être aimé, on va chercher à les reconnecter. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que dans cette phase, particulièrement, on va chercher le contact avec la personne que l'on vient de perdre. Dans la première phase, on est sous le choc et la sidération. On parle de la personne comme si elle était toujours là. Donc cette première phase peut durer 3 mois. Au-delà de ces 3 mois, il va falloir s'inquiéter, mais dans cette seconde phase, toutes les émotions et les sens qui nous reliaient à l'être aimé, on va chercher à les reconnecter. C'est vraiment important de comprendre ça. D'accord ? En écoutant sa musique préférée, en s'intéressant à ses sujets, en parlant d'elle ou de lui au présent, de nouveau, en affichant sa photo dans l'appartement. D'accord ? Moi, c'est ce que j'avais fait pour ma petite sœur. J'ai sa photo dans mon appartement et je continue à lui parler, d'ailleurs, chaque jour. Mais j'en suis à une phase différente du processus. D'accord ? Tout dépend, à ce stade-là, de la manière dont on va faire les choses. Pour donner un autre exemple, moi, je me souviens à quel point j'avais besoin de porter les vêtements de ma petite sœur, sachant qu'elle les avait touchés et portés en ma présence. Ça me faisait du bien de les porter malgré mon entourage qui me disait que c'était néfaste, mais j'en avais besoin à ce moment-là. Donc c'était ma façon de réagir. Dans un autre exemple, une femme m'avait confié qu'elle avait laissé à la porte d'entrée les pantoufles de son mari qu'elle avait laissées durant plusieurs mois. Et ses chemises également dans la chambre étaient restées intactes. Elle ne pouvait rien toucher, rien bouger. C'était une façon en fait de le sentir là, de sentir sa présence avec ses objets qu'il avait touchés, qu'il avait portés, son odeur, tout ce qui pouvait lui rappeler son mari disparu.
Nous avons besoin de ces repères qui sollicitent nos sens. Que ce soit sur la dimension visuelle, je regarde ces pantoufles à la porte d'entrée comme me l'avait expliqué cette femme, que ce soit sur la dimension kinesthésique, je porte son pull en laine et je ressens la sensation du tissu sur mon corps comme je pouvais porter les vêtements de ma petite sœur. Que ce soit sur la dimension auditive, j'écoute sa voix dans le répondeur. Pour ma part, j'écoute les messages qu'elle m'avait laissés sur Messenger en boucle, que j'ai toujours gardés d'ailleurs. Ou sur la dimension olfactive, je porte son parfum préféré. Même si on croit que nous sommes en train de devenir fous, sachez encore une fois que c'est normal. Vous n'êtes pas en train de devenir fou, vous n'êtes pas en train de devenir folle. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre de réaction. Il y a aussi dans cette deuxième phase un élément qui me semble important d'aborder, c'est la focalisation. Dans cette deuxième phase, nous sommes dans un état d'hypervigilance. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que tout autour de nous, tout ce qu'il y a autour de nous, nous allons être dans une focalisation parfois même inconsciente, on ne s'en rend pas compte, mais tout nous fait penser à la personne disparue. Que ce soit une voiture rouge, s'il en avait une, son prénom que j'entends partout, parce que des personnes s'appellent comme mon mari ou comme ma petite sœur, un message que je reçois quelque part, le moindre détail que l'on peut observer quotidiennement, que ce soit chez soi, dans la rue, des personnes que l'on entend, que l'on voit, tout va nous rappeler l'être que nous venons de perdre. D'accord? Le moindre détail. C'est comme si le champ de la conscience, alors je dirais c'est comme si non, le champ de la conscience est focalisé sur tout ce qui peut nous rappeler la personne décédée. Alors, comprendre la mort de la personne disparue, se refaire le film dans sa tête, chercher et comprendre les causes du décès, pourquoi et comment si brutalement la vie s'arrête, c'est autant de facteurs dans cette deuxième phase qui nous concernent et qui sont à prendre en compte. Parfois, il est possible de ressentir des choses bizarres quelques mois après la mort du défunt. Par exemple, pour donner un autre exemple, il m'arrive parfois de sentir la cigarette chez moi, alors que je ne fume pas. Il m'arrive parfois de sentir comme ça des odeurs de cigarette. Mes deux parents, donc j'ai perdu mon papa alors que je venais d'avoir 21 ans et ma maman, j'avais 28 ans quand elle est décédée. Ils étaient tous les deux fumeurs, de grands fumeurs d'ailleurs. Et parfois, il m'arrive de sentir la cigarette chez moi. Et je me dis, mais bon sang, je suis pas fumeuse. Ça sent pas la cigarette. J'ouvre ma porte-fenêtre et je regarde s'il y a mon voisin qui fume en dessous ou sur les côtés, il n'y a rien. Je me dis, bon, je suis quand même pas folle, je sens bien la cigarette, mais je la sens vraiment comme s'il y a quelqu'un qui était en train de fumer dans la pièce d'à côté. Donc, c'est parfois des situations, des choses qui se passent, que l'on ressent, qui peuvent nous paraître bizarres, mais bon, aujourd'hui, avec tous les différents témoignages et les expériences de mort imminente et tout ce qui peut se passer, bon, petit à petit, on trouve de moins en moins peut-être les choses bizarres, mais c'est vrai que quand on les vit, parfois, ça peut sembler étrange. C'est moi qui suis en train d'halluciner ou c'est vraiment ce que je suis en train de ressentir? Non, c'est vraiment ce que je suis en train de sentir. Je sens la cigarette. Bon. Pour donner un autre exemple, ma petite sœur est décédée en mai 2020 et le jour de mon anniversaire, un mois après, il y avait en face de chez moi un arc-en-ciel qui était juste magnifique. Vraiment, le jour de mon anniversaire. J'en ai jamais vu
d'aussi beau. Depuis toutes ces années que je vis dans cet appartement, je n'ai jamais vu d'arc-en-ciel aussi magnifique que le jour de mon anniversaire. Alors, on pourrait me dire, bah, c'est un hasard, c'est une coïncidence, bon, tout est interprétable. En tout cas, moi, je l'interprète ou je le vois comme un signe. Vraiment, je suis persuadée que c'est ma petite sœur qui m'a envoyé ce signe. Alors, est-ce que ça me réconforte de penser que c'est elle qui m'a envoyé ça? Peut-être. Mais en tout cas, c'était juste incroyable. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire que c'était un message. Comme pour me dire, je suis bien là où je suis. Regarde ce que je t'envoie. Alors, aussi, lorsque mon père est décédé, je travaillais tard le soir dans un restaurant et ce jour-là, je me sentais bizarre. C'est-à-dire que, je sais pas, j'avais du mal à avancer dans mon travail, je me sentais pas dans de bonnes énergies. C'est difficile à expliquer, mais tout allait mal, tout allait de travers. Je n'arrivais pas à effectuer mes différentes tâches de travail. Je me souviens que je pleurnichais, je pleurais, je m'agaçais, j'étais énervée. Je comprenais pas pourquoi en fait. J'étais dans une sensation étrange, mais vraiment étrange. Je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, hein, comme si c'était hier. J'étais dans des conditions difficiles et je n'ai pas le souvenir d'avoir été comme ça les autres soirs. Vraiment, c'était un soir où tout allait mal. Et donc, je me souviens que je prends les derniers métros, je pars tard ce soir-là, je prends le métro, je rentre et bon, je peine à ouvrir la porte puisque la clé est à l'intérieur. Mon père est décédé à l'intérieur de l'appartement et je n'arrive pas à pénétrer dans l'appartement. Bon, finalement, heureusement que je ne l'ai pas découvert, mais c'est pour dire à quel point c'est comme s'il venait m'annoncer quelque chose, comme si il y a un message qui devait passer et j'arrivais pas à réceptionner ce message. Je ne sais pas en tout cas comment l'interpréter, mais ce soir-là, c'était vraiment très étrange, très bizarre. Je l'ai ressenti seulement pour mon père, mais c'est vraiment quelque chose qu'il est important de partager et de témoigner, puisque c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Donc, encore une fois, en période de deuil, on peut être tenté d'aller voir un médium. On est vraiment dans une telle détresse et tristesse psychologique et souffrance extrême qu'on veut à tout prix recréer du lien, rentrer en contact avec la personne disparue, la revoir une dernière fois, la toucher, rentrer en contact, avoir des messages d'elle, enfin comprendre, être en lien avec la personne que nous venons de perdre. Alors, je n'ai rien contre les médiums, hein, et c'est très bien qu'il y ait des médiums, et ça permet aussi d'avoir accès à un autre niveau de conscience. Mais attention. Attention avant tout parce que vous pouvez très bien tomber déjà d'une part sur un charlatan, parce qu'il y a de tout aussi dans ce milieu, hein, c'est comme les thérapeutes de toute façon, mais parfois on peut aussi abuser de votre tristesse, surtout dans cette période où l'on est si fragile. Et nous sommes prêts à tout pour entrer en contact avec la personne décédée. Il y a certainement de très bons médiums, et j'en doute pas, et j'y crois aussi, mais de toute évidence, ça peut peut-être constituer une aide un temps. Vous allez voir un médium, 2, 3, 4 séances, ok, très bien, mais ça entrave le processus du deuil. Pourquoi? Parce que dans cette deuxième phase, dans la mesure où nous devons apprendre à cheminer sans l'être que nous aimons, aussi difficile que ça soit, le fait d'aller voir un médium, ça entrave le processus de deuil. Parce qu'on est tout le temps dans le passé, on veut rester dans le passé. Évidemment que ça nous fait du bien, évidemment que nous avons besoin de reconnecter
avec l'être que nous venons de perdre, mais de toute évidence, ça vient entraver le processus du deuil et ça, c'est une réalité et c'est vraiment important de conscientiser et de comprendre ça parce qu'il n'y a rien de bon à rester bloqué dans le passé. Hein. Et de toute façon, nous n'avons pas le choix que de se laisser traverser par la souffrance que nous sommes en train de vivre. Encore une fois, je vous l'accorde. Aussi douloureux et difficile que ça soit, je me répète encore une fois parce que je sais combien c'est douloureux et difficile. Donc, il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est l'entourage. Au tout début, les proches sont présents. Ils nous appellent, nous envoient des messages, prennent des nouvelles, ils nous soutiennent. Mais plusieurs semaines après le décès, ils retournent à leur vie quotidienne et c'est normal. Hein. Les appels et les messages sont moins nombreux. Seuls peut-être des membres de la famille ou des amis proches poursuivent leur soutien. Il ne faut pas leur en vouloir. Hein. À ceux qui ne donnent plus de nouvelles. Au moment où ils étaient présents, ils étaient sûrement très sincères. Au moment où ils étaient près de nous, de vous. Et parfois l'entourage qui reste peut ne pas comprendre vos réactions face à la souffrance que vous vivez. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi vous cherchez constamment à vouloir rester en contact avec la personne disparue et peuvent se montrer parfois blessants par leurs mots. Mais arrête de parler de lui, c'est terminé maintenant, continue d'avancer. Elle n'aimerait pas te voir pleurer, il faut continuer à vivre, fais un effort. Bien sûr, c'est facile à dire. L'entourage est souvent face à de l'incompréhension et la méconnaissance du processus du deuil. Dans cette phase, nous sommes constamment en train de vouloir entrer en contact avec la personne disparue. C'est particulièrement dans cette deuxième phase, on ne peut pas l'éviter. Donc, il est difficile pour la personne endeuillée de ne pas être compris par l'entourage et parfois n'avoir qu'une seule envie, c'est de partir rejoindre la personne décédée. Hein. On nous dit qu'il faut continuer d'aller de l'avant, on nous dit que la personne ne serait pas contente de nous voir comme ça, oui certes, mais moi j'ai besoin de reconnecter avec elle. Notre attention, elle est focalisée sur le lien que l'on n'a plus avec la personne décédée et qu'on a envie de reconnecter. Hein. Dans cette phase, on est particulièrement là-dedans. Donc, encore une fois, il est important de comprendre que dans cette phase de recherche, il est impossible, entendez bien, il est impossible pour la personne endeuillée de pouvoir faire autrement. Elle ne peut pas. L'entourage nous pousse à aller de l'avant, voilà, c'est ce que nous venons de dire, mais à ce stade, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, parler de la personne disparue et focaliser son attention sur elle est la seule préoccupation de la personne endeuillée dans cette deuxième phase. Hein. C'est chercher un contact avec la personne décédée. Face à une telle incompréhension, l'entourage peut s'essouffler, ce qui est tout à fait compréhensible. Et se dire, j'ai tout essayé, c'est peine perdue, elle ne veut pas comprendre, et finir par baisser les bras. Alors que la personne a le plus besoin d'aide, et c'est particulièrement dans toutes les phases du deuil, hein, mais on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, ne serait-ce que cette présence à nos côtés, même si la personne ne parle pas, on est dans notre souffrance, on est dans cette reconnexion, dans ce lien que l'on cherche à tout prix à reconnecter avec l'être que nous venons de perdre. Enfin, c'est violent, c'est un véritable traumatisme. Donc, il faut vraiment du temps. Donc, la personne, elle a véritablement besoin d'aide dans cette phase. Bon,
comme dans toutes les autres phases, nous venons de le dire. Et parfois, on peut même se montrer agressive, ce qui était mon cas à certains, où j'ai eu certains épisodes un peu agressifs. On peut sembler d'apparence bornée pour l'entourage dans le fait de s'entendre dire qu'on ne veut pas écouter. Ou qu'on est têtu, mais ce passage de la recherche de la personne décédée est important. D'accord ? C'est véritablement important et j'insiste là-dessus de comprendre ça. Donc, notre entourage veulent nous changer les idées. Allez, viens, on sort, tu verras du monde, on va boire un verre, on va se balader. Hein. Ce qui n'est pas entendable pour la personne qui souffre. Hein. L'être disparu prend toute la place à l'intérieur de nous. Et l'on peut penser que tout le monde s'en fout. Hein, tout le monde s'en fout de notre souffrance. Moi, j'ai perdu la personne que j'aimais le plus au monde et on me dit de sortir, de me vider la tête ou voilà, de prendre du bon temps à l'extérieur. Mais je n'ai pas envie, en fait. Je suis complètement anéantie. Donc, chacun vit et pense à ses petites préoccupations personnelles, alors que je viens de perdre la personne que j'aimais le plus au monde. C'est aussi difficile pour la personne endeuillée de voir son entourage continuer à cheminer et à interagir dans la vie quotidienne, bien qu'il ne faut pas leur en vouloir, évidemment. Donc, s'il vous plaît, n'en voulez pas à ces personnes. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Cela peut sembler parfois déroutant, de vouloir solliciter une personne qui ne veut pas ou refuse tout ce qu'on lui propose. Hein. Voilà, donc pour reprendre, cette souffrance est tellement intense et tellement envahissante que l'on peut parfois être irritable ou désagréable et s'en prendre à notre entourage, comme si l'entourage ne comprenait pas à quel point nous souffrons. D'accord ? Donc on est dans la souffrance et on se montre irritable et désagréable avec l'entourage parce qu'on peut penser aussi, surtout si la personne n'a pas connu ce que c'est que la perte d'un être cher, comprendre à quel point on souffre et donc et se montrer désagréable face à la souffrance que nous sommes en train de traverser. Donc, il sera important quand même d'être indulgent dans cette phase ou dans ces comportements, même si, bien évidemment, ce n'est pas une excuse, c'est pas parce que la personne est en souffrance que l'on doit subir les désagréments d'autrui. Mais ça peut expliquer son attitude et son comportement à notre égard. Donc, cette épreuve peut permettre de faire du tri autour de soi. Hein. C'est vrai que manifestement, on a un entourage qui est très présent au début et un entourage qui s'amenuise au fur et à mesure et parfois des personnes que l'on aurait pensé proches ne le sont pas du tout. Donc, c'est aussi une façon, dans l'épreuve que nous sommes en train de vivre et de traverser, de permettre de faire du tri dans son environnement amical, familial et parfois une réalité difficile qui vient s'ajouter à l'épreuve que nous sommes en train de traverser. Donc, voilà pour cette deuxième phase ce que je peux en dire et on se retrouve pour évoquer la troisième phase du processus de deuil. Voilà, maintenant nous allons aborder la troisième phase du deuil. Alors, dans cette phase, nous allons parler de la déstructuration et de la désorganisation. Plusieurs semaines et plusieurs mois se sont écoulés. J'ai mal, tellement mal. C'est dans cette période que la douleur est la plus intense. Plusieurs mois après le décès. On pourrait penser le contraire et pourtant, il n'en est rien. La phase de protection qui se met en place au moment de l'annonce du décès
comme nous avons pu l'évoquer dans la première phase, nous permet de continuer et de faire tout ce qu'il y a à faire. D'organiser les funérailles, d'avertir notre entourage, voilà, de continuer à s'affairer dans le quotidien et tout ce qu'il y a à mettre en place. Dans cette troisième phase, les mécanismes de protection se dissouent pour laisser place à la véritable souffrance. Nous sommes à vif. C'est un mécanisme normal. On réalise que la personne n'est plus là. Et qu'en vain, les liens que l'on essaye de reconnecter ne pourront plus jamais se réaliser. La douleur est d'autant plus intense que l'on réalise également que l'on va de plus en plus mal. Continuer à vivre, pourquoi faire ? C'est de pire en pire, au fur et à mesure que les semaines et les mois passent, je me sens mal. J'ai si mal que j'ai envie de disparaître. Pourquoi je continuerai à vivre ? Pourquoi faire ? Pourquoi envisager un futur ? Dans quel but ? Tu n'es plus là de toute façon. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es tout le temps dans ma tête, tu me manques tellement que c'est si douloureux, ta présence me manque. Ça prend vraiment toute la place. Dès que je vois des sacs à main, je pense à toi. Dès que je vois des chaussures, je pense à toi. Toi qui aimais tant les chaussures et les sacs à main. Je ne pourrai plus jamais t'en offrir. Je ne pourrai plus jamais t'en faire cadeau. Ça y est, c'est fini, comme ça, stop. Et on me dit que je dois continuer à vivre. C'est le paradoxe, on nous dit de continuer à vivre alors que la réalité est tout autre. Que la souffrance, elle prend plus de place et qu'il y a un grand vide intérieur qui s'installe de plus en plus. La véritable conscience que l'être aimé n'est plus là intervient tardivement, après le décès. C'est important de comprendre ça. Le docteur Christophe Fauré, qui est un spécialiste du processus de deuil, il dit qu'il faut 6 à 10 mois après la mort de l'être cher pour que la prise de conscience se fasse. 6 à 10 mois après la mort de l'être cher. C'est comprendre toute la difficulté du processus de deuil, que ce n'est pas au tout début que c'est le plus difficile, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Alors qu'on nous dit qu'avec le temps, tout ira mieux, que ça ira mieux avec le temps, mais le temps, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Qu'est-ce que ça signifie ? D'accord ? C'est pour cette raison, encore une fois, que j'attire votre attention sur la connaissance des différentes étapes du processus de deuil pour savoir où l'on en est exactement et ce qu'il se passe pour nous intérieurement. Alors, au tout début du processus de deuil, nous sommes sous la gouvernance des mécanismes de protection, comme je viens de l'évoquer, ce qui fait que nous n'en avons pas pleinement conscience. On pense au tout début que la douleur est arrivée à son paroxysme, mais il n'en est rien. Et les mécanismes de protection se sont dissous pour laisser place à la pleine émergence de nos émotions qui est un processus naturel. Dans cette phase de désorganisation, on prend conscience qu'il n'y a plus de repères, c'est le vide intérieur. Cette période est plus difficile à traverser et la plus douloureuse. C'est une invitation à plonger en soi, à traverser la nuit noire de son âme, d'être soi avec soi. La douleur est, à ce stade, plus intense et beaucoup plus douloureuse que jamais. Alors, on peut se demander comment faire pour la dépasser. Dans cette période, j'ai l'impression de faire 3 pas en avant, puis 10 pas en arrière. C'est sans arrêt des va-et-vient.
permanent. Un coup je me sens bien, un coup je me sens pas bien. Ce qui peut faire peur, car on peut se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Sachez encore une fois que cette période est normale et que ça participe au processus du deuil. Cette étape dure longtemps. Elle peut durer jusqu'à 1 année ou plus après la 2e étape. Au moment de la 3e étape, nous sommes déjà à 1 année du décès. On pense que jamais on ne va s'en sortir tellement que ça fait mal. Tellement la douleur est intense. Et on pense peut-être, pardonnez-moi, mais que l'on se fout de notre gueule quand on nous dit que le processus de deuil est en train de se faire et qu'avec le temps, ça va passer et qu'on ira mieux. Et c'est légitime à ce stade de penser que rien ne pourra passer ou qu'on pourra traverser cette douleur si intense que l'on ressent. On peut penser que jamais on va s'en sortir. Ça ne sera jamais plus comme avant, ça c'est une certitude. Vous avez raison, vous ne pourrez jamais vivre comme avant, après cette épreuve. Ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Mais je peux vous assurer, et j'en suis la preuve, que vous vous en sortirez aussi douloureux qu'à ça soit. Vous allez cheminer au fur et à mesure des étapes du processus du deuil et vous verrez qu'avec le temps, la douleur prendra moins de place, que la douleur sera moins intense. Mais le plus difficile, c'est de se laisser traverser et de ne pas être dans le déni de la chose, de ressentir pleinement la souffrance que l'on ressent. Aussi douloureux, encore une fois, que ça soit, on n'a pas d'autre choix que de se laisser traverser et de ressentir pleinement cette souffrance, même si on pense que jamais on ne va s'en sortir, on s'en sort. On s'en sort toujours. Alors, les semaines et les mois passent, chacun de nos proches ont repris le cours de leur vie. Pour ne pas déranger, on ne dit rien. La douleur est encore présente. La douleur est 2 fois plus présente. Pourtant, on pourrait presque croire que d'un point de vue extérieur, nous avons repris le cours normal de notre existence. Nous allons au travail et pourtant, les personnes autour de nous ne sont pas censées se douter que c'est le chaos qui règne à l'intérieur de nous. Que la douleur est d'autant plus intense. La douleur de la perte est tellement intense qu'elle peut réactiver des mécanismes de pensée, des anciens schémas, des souffrances antérieures ou des traumatismes que l'on a vécus dans son enfance, dans son adolescence. Évidemment, en fonction de son histoire de vie, chacun a des mémoires traumatiques qui se réactivent différemment. Donc, l'état intérieur de la personne est aussi engendré par non seulement la réalité de la perte, mais aussi ce que cette perte va engendrer, ce que cette perte et ce traumatisme va réactiver à l'intérieur du corps et de la psyché de la personne. Si je peux donner un exemple, une femme se demande comment elle va devoir gérer les papiers administratifs, car habituellement c'est son mari qui s'en occupait, va faire survenir des peurs et des angoisses qui rajoutent une complication en plus au processus de deuil. Donc un mari qui se sent triste, seul et vide après 40 ans de vie maritale, passé avec sa femme, qui s'occupait et organisait tout dans l'appartement. Il se trouve démuni dans tout ce qu'il y a à faire, car il se trouvait complètement dépendant de sa femme.
provoquera chez lui un vide d'autant plus grand. Donc non seulement il y a la perte, mais aussi il y a tout ce que la perte va faire émerger, qui va rajouter à sa souffrance une profonde dépression due à la situation de vie auquel il doit faire face. Donc c'est vraiment une réalité qu'il faut considérer. Donc plusieurs questionnements vont se poser face à cette perte et tout ce que cette perte va engendrer. Donc, comment faire? C'est la question que l'on se pose dans cette situation. Comment faire? Comment continuer d'avancer? Tu étais mon repère, tu n'es plus là. On organisait tout ensemble. Tout tournait autour de toi dans mon existence. La phase dépressive émergera de toute façon. On ne peut pas l'éviter. La phase dépressive dans le processus de deuil, c'est quelque chose qui va se mettre en place de toute façon. Un sentiment de colère peut apparaître, ce qui parfois peut sembler incompréhensible pour les proches. Car en période de deuil, on s'attend plutôt à avoir de la tristesse. Cette émotion qui s'exprime, il ne faut surtout pas chercher à la refouler et lui permettre de s'exprimer. C'est normal, comme je le disais précédemment, concernant les émotions que l'on ressent quand on a envie de pleurer, peu importe où c'est qu'on se trouve, il faut lui laisser de la place, il faut lui permettre à cette émotion de pouvoir s'exprimer. Dans une société où il n'est pas toujours facile justement de pouvoir laisser s'exprimer ses émotions, on se refait le déroulement dans sa tête et on peut en vouloir aussi au corps médical quand on se refait le déroulement dans sa tête de comment les choses se sont passées, si on a accompagné une personne dans le cadre d'une pathologie, d'une maladie, où il se trouvait en fin de vie ou en phase terminale dans un hôpital. On va se refaire tout le scénario et le déroulement de l'accompagnement et les interactions qu'on a pu avoir avec les différentes parties du corps médical, les médecins, les infirmières. Donc il y a de la colère qui peut émerger à ce moment-là et qui est cette colère est souvent révélatrice de beaucoup de choses. On peut être en colère contre les défunts, par exemple. Je me souviens que j'étais en colère contre mon père. Je lui en voulais d'être décédé, presque. J'ai pu ressentir comme un sentiment d'abandon. La colère fait souvent ressurgir des frustrations et des éléments que nous avons en lien avec le défunt ou qui s'apparentent à notre histoire de vie. D'accord? Donc, la colère, elle a souvent sa place et elle a souvent une signification lorsqu'elle émerge et lorsqu'elle survient. Donc, il ne faut surtout pas chercher à la taire ou à la mettre de côté. Vraiment, laissez-lui une place. Elle a son importance. Si elle apparaît dans cette situation précisément. Donc, il y a la colère, mais il y a aussi la culpabilité que l'on peut ressentir. L'entourage a tendance à écarter la culpabilité pour rassurer la personne. Endeuillée, qui vient de perdre un être cher, souvent, la culpabilité peut émerger. Mais ce n'est pas une bonne chose que de reculer ou, de dire oui... non, mais c'est pas la peine de ressentir de la culpabilité, donc ce n'est pas de ta faute, la personne n'est pas décédée à cause de toi, évidemment. Mais par contre, c'est important de lui laisser de la place et de lui permettre d'exister. Cette culpabilité, elle a aussi sa place. Donc, on pense à tort qu'il faut rassurer la personne. Il est important d'écouter cette culpabilité, encore une fois, et de la laisser s'exprimer jusqu'à plus soif. D'accord? Donc, de permettre à la personne d'en parler et parler encore et encore et encore de cette culpabilité, de ce qu'elle ressent, de déverser vraiment tout ce qu'elle a à déverser concernant cette culpabilité. D'accord? Donc, en exprimant publiquement ou dans un groupe de parole, la douleur s'atténue et prend moins de place. Donc, c'est véritablement primordial de laisser de la place face à l'émotion qui nous traverse. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas chercher à vouloir l'écarter.
Alors, il peut être indispensable de se faire aider par un thérapeute compétent dans ce domaine qui saura vous écouter et vous accompagner au mieux. Hein, ne restez pas seul face à la douleur et la souffrance que vous traversez. Moi, je sais que j'ai fait partie d'un groupe de deuil qui m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et au départ, quand je me suis inscrite, donc c'était 1 an après le décès de ma sœur, bon, je savais qu'il fallait que je me fasse aider par rapport au cheminement et au parcours que j'ai entrepris. Mais j'étais vraiment pas... j'étais encore face à ma souffrance, face à la douleur et le vide que je ressentais intérieurement. Et au début, je ne voyais pas spécialement l'utilité d'intégrer un groupe de deuil et pourquoi faire de toute façon. Mais c'est au fur et à mesure des séances et particulièrement à la fin de ce parcours d'accompagnement que j'ai ressenti les bienfaits. Pourquoi ? Parce que j'étais entourée de personnes qui ont vécu la même chose. Donc, quand on souvenez-vous, au tout début, dans la première phase, on est beaucoup entouré. Notre entourage est présent au moment des funérailles, au moment de l'organisation de la cérémonie, tout ça. Mais après, toutes les personnes de notre entourage retournent à leur quotidien et retournent à leurs activités personnelles, ce qui est normal. Et encore une fois, il ne faut pas leur en vouloir. Mais du coup, on se retrouve seul face à cette douleur si intense, si souffrante. Et le fait de retrouver des personnes qui vont partager leurs témoignages et ce qu'ils vivent intérieurement, quotidiennement, ça participe également au processus du deuil et surtout, on se sent écouté dans notre souffrance et dans notre douleur et on est plusieurs à la vivre et à la traverser. Donc, même si chacun peut évoquer la souffrance qu'il traverse à sa façon, suivant le lien que l'on avait avec cette personne, encore une fois, et le lien de parenté ou pas, il y a comme une présence et une écoute qui est là, et cette présence et cette écoute, mais une présence qui est, enfin une personne qui vous écoute et qui est totalement là à écouter, prête à écouter votre souffrance intérieure. Sans mots, sans jugement, sans spécialement de retour, mais une écoute attentive et bienveillante. Et ça, je peux vous dire que ça fait du bien. Et ça aide énormément. Donc, faites-vous accompagner, véritablement, ne restez pas seul. Donc, c'est dire aussi que sur le plan physiologique, tout est perturbé. On dort mal, le sommeil n'est pas du tout réparateur, on a du mal à s'endormir, les différentes phases du sommeil sont complètement perturbées, le repos est assuré. Ce n'est qu'au petit matin que l'on s'endort alors qu'il faut se lever pour aller au travail. L'appétit se manifeste très souvent par une perte d'appétit. Des douleurs corporelles peuvent survenir, telles que des douleurs musculaires, des tensions nerveuses, des palpitations cardiaques, des maux de tête, des sensations douloureuses peuvent survenir et certainement d'autres complications physiques et psychiques. Donc, c'est d'autant de facteurs qui nous poussent à aller voir un médecin. Et ce médecin, face à tout le témoignage que l'on peut lui communiquer, va parfois nous orienter vers un thérapeute. D'accord ? Les conséquences physiologiques et psychologiques sont nombreuses. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. D'accord ? Donc, aller voir un médecin, c'est bien, c'est important, parce que c'est souvent le médecin traitant qui est la première personne que l'on va consulter, qui va nous mettre sous traitement ou pas, et qui va probablement, ou peut-être pas, mais nous orienter vers un thérapeute compétent pour nous aider. Donc, on prend conscience dans cette troisième phase
de ces changements physiques et physiologiques qui s'opèrent et qui peuvent nous agacer. D'accord? Donc, des tâches qui habituellement ne nous posaient aucun problème deviennent très difficiles, comme lire un livre par exemple. Hein. D'accord? Donc la concentration est altérée. Dans cette phase également, on peut être amené à prendre des prises de décision. Il faut faire attention à ne pas prendre de décision trop rapidement en cette période du processus de deuil, comme déménager à 800 km de chez soi ou décider de vendre sa maison sur un coup de tête. Parce que dans cette période, nous agissons sur le coup de la douleur et nous ne sommes pas des plus objectifs pour prendre une décision. Donc, il faut attendre plusieurs mois, voire même une année après avoir eu cette pensée et voir si elle nous habite toujours. Plutôt que d'agir sous la tutelle d'un raisonnement désordonné, il est important de vous laisser du temps pour que la réflexion arrive à maturation et qu'elle soit fondée sur un raisonnement plus réfléchi plutôt que d'agir sous la coupelle de la souffrance. Dans cette troisième phase, on met aussi en évidence la perte de plaisir. Nous ne ressentons plus rien, seulement le vide de la personne disparue. Ce qui me faisait plaisir autrefois, eh bien, il n'en est plus rien aujourd'hui. Tout s'en est allé avec l'être aimé. Plus envie de rien, plus envie de me faire du bien. Pourquoi faire de toute façon? Si bien que l'on pense que jamais on ne pourra retrouver le goût de quoi que ce soit. Le rôle des proches est de laisser la personne cheminer si elle désire être seule. Il est important de respecter son choix. Tout en ajustant et en veillant à ce que la personne ne s'enferme pas. C'est toute la difficulté et la nuance qu'il faut apprendre à juger. C'est pas si simple. En même temps, il faut lui permettre de la laisser cheminer, de la laisser s'isoler et rester seule si elle le veut, si elle le souhaite et parce qu'elle en a besoin, et ça participe aussi au processus du deuil. Moi, c'était mon cas. Moi, j'avais besoin de m'isoler, de me retrouver seule avec moi-même, donc d'intérioriser, de traverser ma souffrance, mais parfois ça peut être vécu par l'entourage comme de l'enfermement. Et ça peut faire peur aussi pour l'entourage. Hein. Donc, il faut jauger. Il faut jauger, surtout si la personne elle a des tendances suicidaires. Bon, il y a aussi la tristesse à prendre en compte. Et cette tristesse est quasi permanente. Et envahit tout notre être. Hein. Donc la nuit, le matin, l'après-midi, le jour, elle nous suit et nous poursuit. On se lève le matin avec la tristesse, on se couche le soir avec la tristesse. La perte de l'être aimé est si douloureuse. L'envie de mourir et de le rejoindre revient souvent. Il peut être parfois difficile d'entendre le témoignage d'une personne endeuillée, mais il est nécessaire et normal que l'on en vienne à écouter cette phrase qui peut faire peur. Mais attention tout de même, s'il y a eu déjà des antécédents de suicide, il faut s'assurer bien sûr que cette personne ne va pas passer à l'acte. Se faire aider par un thérapeute est donc indispensable. D'autant que dans cette période, nous sommes à vif et qu'il n'y a plus du tout les barrières de protection et que nous traversons pleinement cette douleur et nous cheminons avec toute cette tristesse et cette souffrance. Il est important de comprendre que l'état dépressif n'évolue pas de façon constante. Hein. Il y a sans arrêt des va-et-vient permanents.
une période où l'on peut ressentir un peu de répit et bim, de nouveau, une souffrance, une tristesse fait son apparition. Sans trop que l'on sache d'où ça vient. C'est un processus lent, un processus qui fluctue. Les dates clés, comme les fêtes de Noël, les anniversaires, nous rappellent la souffrance de la perte de l'être aimé. Nous rappellent à quel point la personne si chère à notre cœur nous manque. Une photo, un objet qui lui appartenait nous fait replonger immédiatement dans ce qui rappelle et nous rapproche de l'être qui est et était si cher à notre cœur. Faites confiance véritablement au processus du deuil. Soyez attentifs à ce qu'il se passe en vous. Dites-vous que c'est normal. Ne restez pas seul face à cette souffrance que vous êtes en train de vivre et particulièrement dans cette troisième phase. On se retrouve tout de suite pour aborder la quatrième phase du processus du deuil. Dans cette quatrième phase, nous allons parler de la restructuration qui a déjà commencé. La structure interne négocie depuis un certain temps entre les phases où nous sommes bien et les phases où nous sommes moins bien. C'est-à-dire la période où, lorsque nous avons l'impression de faire 5 pas en avant et puis 10 pas en arrière, ça oscille. C'est un mouvement qui est instable. Tout est mouvance et impermanence, c'est comme une danse interne. Une danse avec notre état émotionnel. Ça fluctue. Dans la même journée, une pensée, une émotion et bim, on ne se sent pas bien. C'est un mouvement fragile. Les phases de déstructuration et de restructuration se mélangent. Dans la période de déstructuration, sommeille la phase de restructuration, tend à émerger de plus en plus, mais tout en effectuant une danse avec la phase de déstructuration. Une parenthèse tout de même pour les personnes qui ont eu la chance d'accompagner leurs proches en fin de vie. Il y a comme un processus naturel qui se met déjà en place. On parle d'un avant et d'un après. On sait que l'après sera différent et on a pu avoir le temps d'y penser et de s'y préparer. Dans ce cas de figure, les années passent, continuent de s'écouler et on se sent fatigué, on se sent épuisé par toutes ces années de souffrance. Donc s'entremêle pourtant un certain désir, une certaine envie qui est d'aller de l'avant et de se reconstruire. Cet événement traumatique, on le portera toute notre vie en nous. C'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de notre existence. Et des émotions telles que la tristesse peuvent refaire leur apparition tout au long de notre existence sans même que l'on s'en rende compte. Bien que les personnes de notre entourage pensent que tout est terminé, que je peux continuer à cheminer sereinement, il n'en est rien. C'est un véritable parcours. Un cheminement intérieur qui prend du temps. Il y a des moments dans la vie où l'on va vivre un événement et cet événement, on aurait tant aimé le partager avec la personne que nous avons perdue. Le manque de l'être aimé, le manque de l'autre réapparaît. Il fait son apparition dans les moments où nous sommes seuls. Même des années après sa disparition. Le manque de cette personne peut faire son apparition, le lien d'amour qui nous reliait l'un à l'autre
et que la mort à ôter perdure et perdurera toute notre vie. Ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Parfois, il peut être difficile de quitter cette période de deuil, la souffrance avec laquelle nous sommes si familières. Cette posture que nous avons avec l'être que nous avons perdu. L'être qui est maintenant plus de ce monde. Il peut être difficile d'envisager un quelconque avenir. On peut ressentir une certaine culpabilité et à entreprendre des projets pour soi et envisager un projet alors que la personne que l'on aime n'est plus de ce monde, n'est plus là, et de quel droit on envisagerait cela pour soi. D'accord ? On peut se demander, voilà, j'ai envie de commencer des projets, de mettre des choses en place, mais de quel droit je vais m'octroyer ces projets et ce bien-être qui est de m'accomplir, qui est de prendre du plaisir, qui est de rire, de sourire. Il y a un processus naturel de cicatrisation qui se met en place. Donc, c'est ce qui nous permet d'osciller entre les moments où l'on ressent un regain d'énergie et les moments où tout s'écroule de nouveau. Il y a une certaine culpabilité qui peut entraver en quelque sorte ce processus de cicatrisation, dans le sens où l'on culpabilise de reprendre goût à la vie. On culpabilise de s'autoriser des moments, des sorties, des repas, alors que l'être que nous aimions le plus au monde n'est plus là. D'accord ? Donc, il y a une certaine culpabilité qui se met en place à ressentir cet élan de vie qui nous traverse, qui nous habite, qui émerge de nouveau, qui fait de nouveau son apparition. D'accord ? Donc, toutes les personnes ne vont pas se reconstruire de la même manière. Il est possible que certaines personnes restent dans leur culpabilité et adoptent un comportement qui fait fuir tout son entourage et s'enferme dans quelque chose de néfaste pour elle face à la douleur qu'elle vit et fait l'expérience d'une vie bien plus désorganisée qu'elle ne l'avait auparavant, avant la perte de l'être cher. Il faut redéfinir la relation au sein de sa famille. Par exemple, une mère qui a perdu son époux et qui a 4 enfants en bas âge, l'aîné de la fratrie a 10 ans, s'il reprend le travail de son père à la ferme alors qu'il est censé vivre sa vie d'enfant et apprendre à l'école, on se rend bien compte qu'il n'est pas du tout à sa place. Ce n'est pas son rôle. Donc, la répercussion de l'être disparu, suivant la place qu'il prenait au sein de la famille, prend tout son sens dans cet exemple. Donc, il est véritablement important de redéfinir la relation au sein de sa famille quand nous venons de perdre un être cher et suivant la place de l'être cher qu'il pouvait avoir au sein de la structure familiale. Donc, exister par soi-même, quel regard on porte désormais, quel regard portent désormais les autres sur moi. Si par exemple, on me reconnaissait comme la femme d'un grand chirurgien, il faut se réapproprier son image, son identité. Comment je me définis désormais Auparavant, on me voyait comme la femme de, comme étant sa femme. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Comment je me redéfinis? Quelle place je prends? Aller à la rencontre des autres demande une quantité importante d'énergie et de courage pour affronter le monde extérieur. Entre les peurs qui nous envahissent, il faut désormais cheminer seul, malgré certains amis qui continuent de nous accompagner. On constate donc le tri que nous avons dû faire autour de nous, au fur et à mesure de ces différentes étapes du processus du deuil. Les véritables personnes qui continuent à nous rester fidèles, malgré les différentes phases de notre souffrance que nous continuons de traverser.
D'autres personnes de notre entourage ont quitté le navire. Bon, c'est normal. Malheureusement, c'est dans ces moments les plus difficiles, comme je l'ai évoqué précédemment, que nous prenons conscience peut-être des personnes qui nous entouraient. Voilà, face à des attitudes et des comportements, et c'est particulièrement dans des périodes difficiles de notre vie que nous nous rendons compte sur qui on peut compter. Donc, il n'est pas simple de continuer à cheminer dans un quotidien effréné, rythmé par des contraintes de temps, de travail, d'organisation familiale. Cela ne va pas du tout avec la lenteur du processus du deuil. Et ça, c'est important que les employeurs le comprennent. Quand on voit qu'après 3 ans, la perte de l'être cher, le processus continue d'obtempérer. La relation avec l'être aimé continue d'évoluer vers un autre niveau. Je sais que ça peut vous paraître peut-être bizarre, mais je sais que ma sœur se situe désormais vers un niveau un peu plus subtil. Je sais que son corps physique n'est plus là, qu'elle n'est plus là physiquement, mais je sais que son aisance erre. Je sais que lorsque je lui parle, elle m'entend. Certains pourraient penser que l'on s'accroche à quelque chose de néfaste ou d'absurde, et c'est légitime de penser ça. Il ne s'agit pas d'une phase de déni. Je sais que ma petite sœur est décédée. Je sais qu'elle n'est plus là. C'est une relation qui se situe désormais à un niveau plus subtil. Et je pense que véritablement, c'est lorsque l'on a vécu et traversé la souffrance et la perte d'un être cher que l'on peut peut-être comprendre ce que je suis en train d'évoquer ici. Donc, dans cette 4e étape, on prend conscience de certaines choses qui nous entourent. On pose un regard différent. La souffrance nous amène à une véritable transformation intérieure, bien que douloureuse, mais on ne sera jamais plus comme avant. Ça, c'est une certitude. Parfois, on prend conscience de la vie et de la valeur d'un être humain en laissant de côté toutes les futilités matérielles. On prend conscience qu'il n'est pas important de posséder des choses. On s'intéresse sur la vie et sur la mort. Finalement, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tout est impermanence, tout est changement. D'accord ? On réalise à quel point il est plus utile de se prendre la tête. Il est plus utile, au sens futile, de se prendre la tête pour des choses auxquelles on avait l'habitude de le faire auparavant. Donc, si on peut donner un exemple, faire son ménage en nettoyant à la brosse à dents les joints des carreaux de sa cuisine, on peut remettre en question des expériences de vie que l'on a l'habitude de faire, de mettre en place. Bon, d'autres réalisent à quel point ils n'ont pas été assez ambitieux et qu'il serait temps de mettre des choses en œuvre, de gravir des échelons. Chacun va réagir différemment, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne serez plus jamais comme avant. Le potentiel que l'on a en nous est énorme. Jamais je n'aurais pensé, après la mort de ma sœur, continuer à cheminer et entreprendre ce que je devais faire. Alors qu'au moment où je traversais ma douleur, jamais je n'aurais pensé, jamais, pouvoir poursuivre et cheminer vers ce vers quoi je suis en train de cheminer. Donc, quelques questionnements subsistent et continueront de subsister. Pourquoi maintenant ? Pourquoi si tôt ? Pourquoi toi ? Pourquoi comme ça ?
Donc, il faudra parcourir certainement un grand voyage, qui est le voyage de toute une vie, de toute une existence, pour que je puisse, et pour que l'on puisse, si vous avez perdu un être cher et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, obtenir les réponses à nos questions. Quel sens puis-je accorder à ce que je suis en train de vivre? Quel sens? Telle est la question. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.